Bonsoir, merci d'être là et merci de m'accueillir parce que, en général, les peintres de la marine, on les voit plutôt au bord de la mer, au Havre, à Cherbourg ou à Toulon, et dans des quantités de lieux comme ça, mais pas à Créteil. Cela dit, j'exagère un peu parce que moi, j'habite près d'Étampes. Alors, vous voyez que c'est pas très éloigné de Créteil et que le monde de la Terre, moi, je dis souvent, on est d'Île-de-France, donc on est entouré d'eau. Voilà. Merci en tout cas d'être là et je vais vous parler de ce corps illustre, parce qu'il est très illustre, très ancien, mais assez inconnu en fait. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'il est unique au monde, et je vais développer ça. Il n'y a ça nulle part ailleurs. Alors, les peintres de la marine, on dit souvent, parce que la marine aime beaucoup les acronymes, on dit souvent les POM. Alors, je vais parler souvent des POM, P-O-M, peintre officiel de la marine, qui est notre titre exact. Et moi, je vais vous parler un petit peu de moi, pas uniquement de moi, parce que ça ne serait pas très intéressant. J'ai été nommé en 2010, et en 2010, depuis 2010, j'ai bénéficié de nombreux embarquements et j'ai embarqué à Dakar, à Dublin, à Hambourg, à Goa, à Djibouti, à Tahiti, à Dakar, je crois, je ne sais plus si je l'ai dit. Donc ça m'a permis de beaucoup voyager et j'espère encore beaucoup de voyager, puisque peut-être que je vais aller aux États-Unis là prochainement, d'aller d'une ville à l'autre. Si j'y vais, j'embarquerai, ce n'est pas sûr du tout encore, de la Nouvelle-Orléans en passant par Norfolk et puis en débarquant à New York. Et j'avoue que de débarquer d'un bateau de la marine à New York, je serais assez fier de moi. Je n'avais pas imaginé ça du tout au début de ma vie. J'ai été nommé peintre de la marine en 2010 et en 2013 m'est tombé dessus la présidence de l'association des peintres de la marine, qui est quelque chose qui est annexe aux peintres de la marine, parce qu'on n'est pas obligé d'être membre de l'association, mais tous les peintres sont membres de l'association. Et je suis aussi membre du conseil d'administration de la Fondation Belém. Le Belém, c'est ce bateau mythique qui a ramené d'Athènes, au mois de mai dernier, la flamme, et qui est arrivé à Marseille. Et j'ai eu la chance, grâce à ça, d'être à Marseille pour voir arriver ce très beau bateau sur lequel j'embarque. Et je vais encore embarquer là au mois de mai, puisque je vais partir de Lisbonne pour aller jusqu'à La Rochelle. Et il y a un certain nombre de stagiaires qui vont suivre un cours de gouache avec moi. Voilà. Je vous ai mis pour commencer cette conférence, et vous mettre la première image. Je vais déplacer ça parce que je ne vois rien de mon texte. Voilà. C'est bon, le son, là, ça va ? Je vous ai mis un paysage de l'île-Dieu parce que je suis régulièrement à l'île-Dieu. Voilà, je mets ça, j'organise les choses dans le bon sens. Je suis régulièrement à l'île-Dieu et je voulais vous montrer cette vue parce que, vous voyez, c'est le même chevalet que le chevalet des impressionnistes. Il n'a pas changé en 150 ou presque 200 ans maintenant, parce que les impressionnistes ont commencé à sortir à peu près il y a 200 ans. Et vous voyez la première difficulté qui se pose à un peintre. Il installe son chevalet parce qu'il a vu un paysage, et puis il ne va pas faire tout, il faut qu'il choisisse. C'est déjà un des premiers rôles du peintre, c'est de choisir. Et donc il va choisir, on met ses mains comme ça, et puis on fait un carré, un rectangle plus ou moins grand, et on met le paysage dedans, et on démarre le paysage d'après nature comme cela, puisqu'il faut faire un tri. Et ce choix, d'ailleurs, il se révèle très rapidement ne pas forcément être le meilleur, parce qu'on regarde ailleurs, on dit « Oh, mais c'était tellement plus beau là ». Et il faut quand même s'y tenir. La deuxième opération, c'est de préparer. On a des tons qui sortent du tube, qui sont sur la palette, et c'est de mélanger quelques tons pour avoir sa propre harmonie, pour faire le paysage qui est devant vous. Alors, vous prenez des tons, vous les mélangez, vous en faites 3-4, et vous regardez avec votre palette, avec votre couteau à palette, dans la lumière, si c'est à peu près proche. Et vous vous apercevez que vous avez un ensemble, vous avez votre harmonie qui va guider votre tableau, puisque ce que vous cherchez à faire, ce n'est pas une image, mais c'est un tableau pour donner à voir. Et quand vous posez la première touche du ton qui vous semble bien sur votre toile, vous êtes catastrophé, ça n'a rien à voir. Mais là se pose tout le problème de la peinture, car il n'y a pas de couleur en soi, c'est tout à fait relatif. Une couleur n'existe que par les couleurs qui sont à côté.
Et quand vous posez votre premier ton, souvent moi je commence par le ciel, un ton de ciel, ben vous le posez sur la toile. Donc sur la toile, le ton ne joue plus avec les autres couleurs. Donc il faut faire confiance, comme disait Cézanne, il faut faire confiance à sa petite sensation et amasser les couleurs, la conduire. Et puis là, vous retrouvez une harmonie. Et puis quand il y a une blague, il faut faire confiance aussi à la blague et peut-être suivre l'inspiration de la blague. Alors quand on est peintre de la marine, on embarque. C'est vrai que j'ai pas besoin de... Voilà. Et on se retrouve comme moi là, sur le Charles de Gaulle. Et on vit cette vie d'aventure, pas tous les jours, parce que la plupart du temps, je suis quand même à terre. On est à bord de nombreux bateaux, et en l'occurrence, là, c'était le Charles de Gaulle. Alors, je voudrais vous expliquer et vous raconter un peu l'histoire des peintres de la marine, qui est une longue histoire, et qui a commencé sous Richelieu. Et vous voyez, le premier, Le Lorrain. Le Lorrain n'était pas un peintre de la marine, mais il était un peintre de marine. Et j'ai choisi cette image parce que vous retrouvez, c'est quand même le XVIIe siècle, vous retrouvez 400 ans plus tard des images et des réalisations par les peintres qui sont similaires à celles-là. Pas forcément dans le sujet, mais vous voyez que tout ce que le mystère de la mer, qui est si coloré, si varié, si étrange, si surprenante, si effrayante, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui peut se peindre quand on voit la mer. Il y a différentes techniques pour la peindre. C'est aussi varié que les plis d'un tissu. Vous savez que les peintres ont une passion pour les plis des tissus parce que il y a un vocabulaire à inventer. C'est la même chose pour les nuages. Il y a un vocabulaire à inventer. Eh bien, avec la mer, on a la même chose. Alors, sous Louis XIII, on a dit que c'était Richelieu qui avait créé les peintres de la marine, et c'est assez juste. Il les avait, voilà, un autre tableau de Claude Lorrain, Claude Gelée, dit Le Lorrain, pardon, et qui avait été faire le voyage à Rome. Cette tradition du voyage à Rome des peintres s'est perpétuée au XVIIe et au XVIIIe. Mais à partir de Le Lorrain, on peut dire que la peinture française se détache complètement de la peinture italienne et de la peinture romaine, et qu'il y a une spécificité de la peinture française qui fait, qui fait le lien entre la peinture du Nord et la peinture du Sud. Pour revenir à Richelieu, voilà. Richelieu a nommé des peintres qui s'appelaient déjà des peintres de la marine. Et là, c'est Jacques Callot qui a gravé le siège de La Rochelle parce qu'au début, l'objectif des peintres de la marine, créés par Richelieu, c'était qu'on rende compte ou des batailles, et là, c'était une bataille, et là, c'était la prise de l'île de Ré, la prise de La Rochelle. Et il y avait aussi, à Toulon, par exemple, alors là, Louis XIV, nommé par Mazarin, Jean-Baptiste de la Rose. Jean-Baptiste de la Rose, voilà un tableau qui est au musée de Tatillou. Je ne sais pas si vous connaissez le musée de Tatillou, c'est au large. C'est un peu en dessous de Cherbourg, en face de Saint-Val-à-Hougue. Et souvent, d'ailleurs, les peintres de la marine ne savaient pas non plus où c'était, à Tatillou, les vivants, comme moi. Quand on a été invité à Tatillou, on s'est dit « Oh, chic, ça doit être formidable !» Parce que tout le monde, Tatillou, on pensait à Tahiti. Mais c'était pas tout à fait juste. Mais il y a une raison à ça, c'est que Tatillou et Tahiti, ça veut dire la même chose, ça veut dire entouré d'eau. Voilà l'explication. Donc, ensuite, la vedette du siècle suivant, du XVIIIe, c'est sous Louis XV, c'est Vernet, à qui on commande une vingtaine de ports de France, je me trompe toujours dans le nombre, il n'en a finalement peint que 15. Moi, j'ai choisi le port de Marseille parce que c'est vraiment la peinture que je trouve la plus extraordinaire. C'est d'abord un très beau tableau que vous pouvez voir au Musée national de la Marine, vous savez, le musée qui est au Palais de Chaliot, qui vient d'être restauré, refait, remis au goût du jour et qui remet en scène encore plus d'objets qu'avant, de façon très moderne. Et vous verrez la série des tableaux faits par Vernet. Il y en a 13. Il y a 13 ports. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y en a 2 qui sont toujours au Louvre.
parce qu'il y a toujours les bagarres pour posséder les tableaux, et on aurait réuni les 15, ça aurait été mieux, mais c'est comme ça. Il y en a 2 au musée du Louvre. Et c'est en 1791 qu'on a confié à Jean-François Hue le travail de terminer la série des tableaux des ports de France, ce qu'il n'a pas fait. Il a réalisé juste 6 ports bretons, et puis la suite de la Révolution a fait que le projet est tombé à l'eau, si je peux m'exprimer ainsi en parlant de ports. Il y a eu un peintre qui a été nommé ensuite, et je ne vais pas en parler, mais qui s'appelle Garneret. Et Garneret, à lui seul, il voudrait une conférence, parce que sa vie est absolument un roman. C'est un homme qui est resté prisonnier des Anglais sur les pontons anglais. Vous savez que les Anglais avaient mis les prisonniers sur des pontons. Et c'était vraiment une vie terrible. Il est resté 6 ou 7 ans là-bas. On dit que Garneret se faisait attacher au mât des bateaux pour pouvoir peindre des tempêtes. Et Garneret a été nommé peintre du grand amiral de France. Et ça, il a vécu jusqu'en 1857, mais il n'est jamais devenu peintre officiel de la marine, car c'est en 1830 qu'a été créé le titre de peintre officiel de la marine. Crépin et Gudin sont les 2 premiers peintres qui ont été inscrits à l'annuaire des officiers de marine. Et cette inscription a fait qu'ils n'étaient pas des militaires, mais qu'ils avaient rang d'officier, parce que c'était l'ordre protocolaire que nous avons toujours, je vous en parlerai encore tout à l'heure. Et ces 2 peintres ont été suivis jusqu'à aujourd'hui de 260, nous avons été 261 à être nommés, je pense. Et, voilà la scène de naufrage de Crépin. Et une autre scène de navire en détresse de Gudin. Car il faut se souvenir que c'était le seul moyen de rendre compte de ce qui se passait, puisque la photo n'existait pas encore, ça allait arriver très vite. Au départ, les peintres avaient vraiment un rôle de rendre compte du paysage pour le montrer au commandant, et puis petit à petit, et dès cette époque, ça devient ça, ils ont un rôle qui est un rôle de création artistique. Et cette création artistique, ils l'ont assumée dès Vernet, en fait. Alors, aujourd'hui, les peintres de la marine, ils sont les héritiers directs. Je balaye presque le 19e. Tout au long du 19e siècle, on a eu quelques peintres. Il y en a eu à peu près 25 qui ont été nommés. Puis ensuite, il y en a eu toute une flopée entre les 2 guerres, des gens très importants, des peintres dont on a souvent oublié le nom, mais qui sont des peintres très importants. Il y en a qui n'ont pas oublié leur nom, ce sont les acheteurs dans les salles des ventes, et surtout les acheteurs étrangers qui savent très très bien que ce sont des peintres importants, et qui, quand ces peintres-là passent en vente, on voit des enchères qui montent à 150 ou 200 000 euros, ce qui prouve que les étrangers ont bien repéré qu'il y avait une grande valeur artistique et marchande dans ce monde des peintres de la marine. Alors, on va faire un grand saut, et je vais arriver en 1973. Là, c'est Michel King, qui a longtemps été notre doyen. Michel King est mort à 95 ans il y a 15 jours. Et donc, Michel King était le représentant d'un mouvement dont je vais vous parler, puisque à partir quand on est en 73, on est tout près de 68. Et ça a une grande importance, parce qu'à partir de 1968, il y a eu une perte de l'enseignement artistique aux Beaux-Arts. On n'en a plus enseigné aux Beaux-Arts, et c'est vraiment quelque chose qui se prolonge, la tradition de la peinture. Et il y a une forme de perte sur ce plan-là. Il y a d'autres écoles qui s'en sont chargées, mais c'est très important, parce que les peintres de la marine, par la nécessité qu'ils ont d'être quand même d'une certaine façon figuratif, il est évidemment pas hyper réaliste, c'est un figuratif, mais on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui soit un hyper réaliste. On le maintient de cette tradition, et sont heureux d'assumer cette tradition. Alors, il y a eu des évolutions dans ce corps, en dehors de cette perte de l'enseignement qu'il compense d'une certaine façon. Il y a les femmes. Il y a eu,
en 1995 la nomination de la première femme, qui est Christiane Rosset. Et Christiane Rosset, qui est toujours de ce monde et qui est toujours active, même si elle ne peut plus embarquer en raison des difficultés liées à l'âge. Son premier embarquement, vous le voyez, c'était dans l'Antarctique. Et elle est partie, et je vous garantis qu'un embarquement dans l'Antarctique, quand vous avez de véritables tempêtes, que vous êtes au large de Crozet ou d'Amsterdam, de ces îles-là, ça peut être absolument terrible. Quelquefois, vous ne savez pas si vous marchez sur le sol de la coursive ou si vous êtes sur les panneaux, tellement le bateau est couché. Donc, ensuite, après Christiane Rosset, il y a eu en 2003 Michel Battu, et ça me permet de vous donner un jeu de mots que faisait Michel King, qui était un homme qui avait l'esprit, vous savez, cet esprit d'atelier. Il a dit « Ah ben, on a eu la Rosset, et après on a la Battue. » La suivante, c'est Anne Smith, qui est, elle, d'origine anglaise. Je dis bien d'origine, parce que pour être peintre officiel de la marine, il faut être de nationalité française. Alors, chez nous, il y a John Pendray qui habite Marseille, qui est d'origine anglaise aussi. Et il y a un Néerlandais qui est aussi français et qui vit en Italie, dans le talon de la botte. Après, en 2010, on a eu Marie Détré, qui est peintre et illustratrice, Sylvie Duplessis en 2012, qui est céramiste, Hélène Legrand, que l'on peut relier à Maufra, et je vous en reparlerai tout à l'heure. Voilà. Alors, il y a eu un mélange dans les images. Raphaël Guano est la dernière qui a été nommée. C'est une femme qui est originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et Raphaël Guano a été précédé d'Hélène Legrand. Voilà l'image d'Hélène Legrand. L'image est un peu floue. C'était son tableau avait été utilisé lors d'une exposition à Duclair. Duclair est une ville qui est au bord de la Seine. Et j'avais eu l'idée avec le maire de Duclair, comme il y avait 50 panneaux d'1 mètre sur 2 le long d'un quai, et comme pour les fêtes de Rouen, et les bateaux voyaient des peintures comme des panneaux de signalisation. Il y avait 50 tableaux qui étaient au bord de la Seine, de 2 mètres sur 1, illustrés par des peintres de la marine. Donc, 7 femmes pour 31 hommes, ce n'est pas l'égalité, mais c'était déjà un bon début. Et un jour, un amiral me disait « Mais quand même, vous n'avez pas beaucoup de femmes. » Je dis « Mais amiral, c'est le même pourcentage que dans la marine. » Alors, je vais vous parler des peintres aussi en parlant des benjamins, parce que c'est intéressant de parler des benjamins peintres de la marine. En l'occurrence, vous avez là Christophe de Buchères. Christophe de Buchères, qui est aussi un étampois, parce qu'il y a eu à Étampes une école de peinture qui s'appelle l'école d'Étampes, dont sont issus beaucoup de peintres qui ont reçu l'enseignement d'un peintre qui s'appelait Philippe Lejeune. Et Philippe Lejeune a formé par l'école du portrait une kyrielle de peintres. Il y en a d'ailleurs plusieurs chez les peintres de la marine. Et il y en a au moins 5 ou 6. Et les peintres de la marine disent maintenant « Oh, ben, l'école d'Étampes, ça suffit, il y en a trop. » Mais donc Christophe de Buchères a été nommé à 35 ans. Vous voyez les sujets qui sont abordés. Là, par exemple, il était à Cherbourg, non, là c'était à Brest, pardon, je vous dis une bêtise, et il peignait un sous-marin. Il avait été nommé au même âge, 35 ans, qu'un peintre très illustre, qui est Brenet, que vous voyez ici. Et Brenet, c'est quelqu'un que beaucoup d'entre vous doivent connaître. C'est un peintre, si vous avez feuilleté l'illustration, c'est un peintre qui envoyait, quand il était au Japon, en Chine, en Indochine, en Afrique, il envoyait pour toutes les revues des gouaches qu'il faisait d'après nature. Et il a réalisé un nombre de gouaches absolument insensés. Il était peintre de l'air, peintre de l'armée de terre. Il peignait des locomotives. Il était absolument extraordinaire et il a vécu jusqu'à 104 ans. Le Benjamin suivant, c'était Olivier Desvaux, qui a été nommé en 2018. Et Olivier Desvaux habite, lui, au bord de la Seine, près de Rouen. Et j'aime beaucoup leur faire un peu peur aux Benjamins en leur disant « Mais si vous vivez aussi vieux que Brenet,
vous serez peintre de la marine en 2080. Parce que Jonathan Florent était nommé il y a 3 ans et à 32 ans. Donc c'est tout à fait possible qu'il vive encore 80 ans. Alors, voilà ce qui se passe quand on est nommé peintre de la marine. On va maintenant dans le bureau du chef d'état-major. Ça, c'est la promotion de 2018. Alors, je vais quitter un peu mon texte et vous raconter un peu la vie des... Là, c'est la remise d'insigne par le chef d'état-major. Il y a un insigne que je vais vous montrer, vous voyez. Et là, c'est la remise d'insigne suivante. On voit au masque qu'il y avait le Covid. Là, vous avez Pierre Vendier, qui était le chef d'état-major à l'époque, qui est maintenant parti à l'OTAN. Vous avez le premier dessinateur de BD, qui est juste à sa... Pardon, je ne sais pas ma droite ou ma gauche. À sa droite. À côté, vous avez Evan Le Bourdet, qui est un photographe. Jonathan Florent, qui était le Benjamin. Et derrière, vous avez Raphaël Guano, qui venait de Saint-Pierre-et-Miquelon. On remet donc au peintre de la marine un insigne. Alors, il y a des mélanges qui ont été faits, pardon. Voilà. Oui, tout à fait. Hop, hop. Revenons en arrière. Et je vais vous parler de la remise d'insigne, parce que c'est quelque chose qui montre qu'il y a un grand changement. Par exemple, quand Christophe de Buchères a eu sa remise d'insigne, il a été convoqué à l'hôtel de la Marine, place de la Concorde, qui n'est plus entre les mains de la Marine, puis mis dans une camionnette, une jolie camionnette, qui l'a emmené au Bourget. Au Bourget, il a pris l'avion, un avion de la Marine, qui l'a emmené à Brest. Arrivé à Brest, on l'a emmené sur un bateau, et vous avez un amiral qui a remis aux 2 ou 3 peintres qui étaient nommés ce jour-là leur insigne, en même temps qu'ils étaient avec leur uniforme, et on a tiré le canon. Ce qui est quand même le moyen de vous dire, on vous donne un titre qui a une importance énorme, puisqu'on tire le canon quand vous êtes nommé. Moi, quand j'ai été nommé, c'était dans la cour de l'hôtel de la Marine, c'était déjà très très bien. Il y avait des remises de décoration, il y avait un grand cocktail après, les familles étaient invitées. Mais vous voyez, là, il n'y a plus de famille, plus personne, c'est dans une salle fermée, et donc il y a moins de solennité, et c'est quand même quelque chose que je trouve important de souligner. Alors, je vous ai mis cette photo d'un peintre de la Marine qui s'appelle Fernand Herbeau, qui est un peintre de la Marine normand, qui a peint énormément, et je vous ai mis à côté Marin-Marie, qui est un des illustres peintres de la Marine que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent. Marin-Marie est le peintre qui a embarqué sur le Pourquoi pas avec le commandant Charcot et qui a fait des navigations extraordinaires. Il a traversé l'Atlantique seul, plusieurs fois avec son bateau. Il fait partie de ces peintres de la Marine qui sont des navigateurs. Il y en a un certain nombre, Evan Le Bourdet, Jonathan Florent, évidemment Titouan Lamazou. Titouan Lamazou a gagné le premier Vendée Globe. Oui, donc il y a des différentes façons de peindre, et cette variété dans l'expression picturale s'est doublée d'un autre changement, c'est la variété des métiers. Vous voyez, ça, il y a un graveur qui est Pierre Courtois, qui habite à Noirmoutier, et vous imaginez qu'il est allé graver, c'était pour le livre sur le Belém qu'on avait fait avec les peintres de la Marine. Pierre Courtois s'installe avec sa plaque de cuivre, sa glace, puisque vous savez qu'il faut regarder le paysage dans la glace, puisque là, ça va être retourné quand vous gravez la plaque, et il grave directement ça. Je vous garantis qu'il faut un métier extraordinaire pour réaliser une pareille gravure d'après nature. C'est pas fait dans l'atelier, c'est pas fait d'après photo, c'est fait d'après nature. Vous avez aussi beaucoup d'illustrateurs. Vous avez Marc Berthier. Marc Berthier est un homme qui était aussi un navigateur. Et ça, ce sont des portraits de Marin-Marie qu'il a fait. Oui, voilà, mon ami Marin-Marie.
Et Marc Berthier a navigué avec un des barons Rothschild sur des grands voiliers de course. Vous avez aussi Nicolas Vial, que beaucoup d'entre vous ont déjà dû voir, ou à la une du Monde, puisqu'il a dessiné pendant 30 ans dans le Monde. Ensuite, il a dessiné pour le Figaro Magazine, et maintenant, il dessine beaucoup pour le 1. Et vous voyez qu'il a une inspiration extraordinaire, parce que tous ces petits personnages qui sont chassés de la cocotte minute, ou cette jonque avec les barils, il y a beaucoup d'humour et beaucoup d'efficacité. Il y a même eu une petite difficulté, je me souviens, au moment du Covid, parce qu'il avait fait, quand malheureusement les marins avaient attrapé tous le Covid, ou la moitié d'entre eux avaient attrapé le Covid sur le Charles de Gaulle, il avait fait un dessin, et je sais que ça n'avait pas été trop apprécié dans la marine. Vous avez aussi des sculpteurs. Alors, c'est Jean Lemonnier était le premier vrai sculpteur qui a été nommé dans la marine. Et lui, quand il embarque, il met de la terre glaise à bord et il se renseigne sur la faune des pays où il va. Et pendant qu'il est à bord, dans sa cabine, il sculpte et il travaille des sculptures qui seront ensuite coulées en bronze quand il rentrera. Il y a une céramiste aussi qui est Sylvie Duplessis. Et puis, nouveauté, alors ça je vous ai mis une image qui vient un peu tôt, mais la grande nouveauté aussi, ça a été la nomination de photographe, alors que le titre reste toujours peintre officiel de la marine. Le premier photographe, ça a été Dieuzet, qui était un ami de Douaneau, qui a été nommé en 1975. Et puis, voilà, je ne sais pas pourquoi il y a des... Voilà, c'était ça que je voulais que vous voyiez. Cette photo a été faite par Jean Gomy, qui est un très grand photographe, un des fondateurs de l'agence Magnum. Donc vous avez là un homme d'une grande qualité. Et les photographes qui sont nommés, il y a Arthus Bertrand, il y a Ivan Le Bourdet dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis il y avait Jacques Perrin, qui était un homme absolument extraordinaire. Et puis il y a le dernier photographe, c'est Thierry Desouches. Donc, on va revenir en arrière sur... Non, pardon. Voilà. Et je voulais vous montrer ça parce que l'auteur de ce tableau et de ce livre, si un jour vous avez l'occasion de trouver ce livre, L'étoile au soleil de minuit, il est épuisé, mais quelquefois on le trouve. C'est le récit de son embarquement sur une des deux goélettes de la marine, puisqu'il y a la Belle Poule et l'Étoile, et elle est partie sur l'Étoile, et ils sont partis vers le Grand Nord, mais finalement ils ne sont pas allés jusqu'au bout, parce que les creux étaient de 17 mètres et il y avait des glaçons. Vous imaginez que le bateau souffrait trop, mais quand vous savez que, par exemple, la douche, ça se passe comme ça, c'est dehors, c'est 2 minutes de douche, une fois tous les 2 jours, il faut sortir déshabillé, puisque vous allez prendre votre douche, et que la salle de douche est plus petite que le carré qu'il y a devant moi. Donc il faut beaucoup de courage, beaucoup d'entrain, mais c'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et je voulais vous montrer cette image-là, parce qu'Emmanuel Lepage est le premier dessinateur de BD qui est rentré chez les Peintres de la Marine en 2021. Et moi, je suis persuadé qu'il y a un langage très, très fort et très, très à destination de tous, et qui permet aussi de montrer la figuration sous un jour qui n'est pas critiqué du tout, qui est très admis. Autant la figuration peut être critiquée en disant c'est un peu ringard de faire de la figuration aujourd'hui, tandis que la BD, personne ne vous dira que c'est ringard, parce que s'il n'y a pas de figuration, il n'y a pas de BD. Donc, moi, je trouve que c'est très important, et c'est un langage qui est un langage essentiel pour la jeunesse. Alors, peintre officiel de la marine, c'est un statut quand même. C'est un statut réglementaire. Le premier texte qui a été rédigé, et ce qui est très étonnant, c'est que la France, qui aime tellement les textes, n'en avait pas fait entre 1830 et 1919. Le statut de peintre, ça se déroulait comme ça, tout simplement. Alors, il y a un texte qui est de 1981, qui a subi diverses adaptations. Mais voilà, le texte, qui prévoit des peintres officiels des armées
avec une spécialité peintre de l'air, une autre peintre de l'armée de terre, une autre peintre de la marine. Moi, je suis des trois, comme un certain nombre d'entre nous. On est 4 ou 5 dans ce cas-là. Mais je peux vous dire que le vrai prestige, ce qui vous change un peu votre vie par les missions que vous faites, par les propositions qui vous sont faites, c'est le titre de peintre de la marine. Alors, voilà. Alors là, vous avez les différentes signatures des peintres de la marine. Et ce que vous remarquez, c'est qu'après toutes les signatures, il y a une petite encre. Et ça, c'est un des privilèges des peintres de la marine. Alors, c'est un privilège qui est étonnant parce qu'il ne peut pas être protégé. On ne protège pas les signatures puisqu'elles changent à chaque fois. Vos encres, quand vous les faites, elles changent, donc elles ne peuvent pas être protégées. Mais il y a un statut, et normalement, c'est assez peu imité. Mais si vous imitez, si vous mettez après votre signature une encre, on ne pourra pas vous dire grand-chose, en fait. Je ne vous conseille pas de le faire. Alors, Mathurin Méheut, voilà, c'est un des très grands peintres de la marine, puisqu'on peut citer Mathurin Méheut, on peut citer Signac, on peut citer Marquet. Ce sont des très grands noms, et je peux vous garantir que quand moi j'ai été nommé, je me suis dit j'appartiens au même corps que Mathurin Méheut, Marin-Marie, Signac, Marquet. Ben, on est quand même très fiers, même si on n'a pas tiré le canon quand j'ai été nommé. Alors, c'est un statut très étrange, le statut des... C'est un statut très étrange, le statut des peintres. Ils sont nommés au cours du salon. Il y a un salon de la marine qui est organisé normalement au musée de la marine tous les 2 ans, mais maintenant c'est plutôt tous les 3 ans et même les 4 ans, parce que l'organisation d'un salon maintenant est extrêmement lourde. Donc il y a un concours qui est organisé. Si vous avez envie de vous présenter, d'ailleurs le prochain est en 2026, il y aura un thème qui va être proposé par la marine, et tous ceux qui veulent se présenter se présentent. Un jury qui est présidé par un officier général nommé par le chef d'état-major, avec des peintres de la marine, des gens du monde de la marine et des gens du monde artistique, vont décider si vous allez être exposé. Donc, en général, on en sélectionne, il y a 300, 400, 500 candidats, ça dépend des années. Et parmi ceux qui sont sélectionnés, c'est une quarantaine souvent, ou peut-être moins, ou un peu plus, il y en a qui sont candidats au titre. Et c'est un dossier séparé qu'ils déposent en plus de leur tableau. Et le jury se réunit une seconde fois et va désigner 1, 2, 3 ou pas. Il n'y a pas de numerus clausus, il n'y a pas d'obligation d'en nommer. Il va nommer des peintres, et ces peintres, la délibération du jury reste secrète. Elle est transmise au chef d'état-major. D'ailleurs, moi, comme président de l'association, l'amiral Prazut m'avait dit venez m'expliquer pourquoi vous avez choisi ça, parce que ça l'intéressait, il était très intéressé par le corps des peintres de la marine, il aimait les peintres, il avait même des copains très proches qui étaient peintres de la marine. On devient copain souvent avec le chef d'état-major, parce qu'en fait, on embarque sur un bateau, et puis on a cette espèce de statut bizarre, on n'a pas de galon, et on est à la table du commandant. Donc les marins se disent, tiens, qui c'est celui-là? Puis assez rapidement, on tutoie le commandant, ce que personne ne fait en général. Et puis les commandants deviennent amiraux, puis ils deviennent de plus en plus élevés, puis quelquefois ils deviennent chefs d'état-major. Et les peintres de la marine continuent à tutoyer le chef d'état-major. Alors je peux vous dire que quand vous êtes dans les coursives et que les marins vous voient faire ça, ils disent, celui-là, il doit être important quand même. On est moins important qu'on ne croit. Mais... Et donc, le chef d'état-major transmet les noms qu'on lui a... Il s'intéresse à ça parce que ça lui plaît, mais il transmet les noms au ministre des Armées qui prend un décret et c'est nommé, on est nommé au journal officiel. Et à ce moment-là, on devient... Voilà, on a une carte militaire. On devient agréé pour 3 ans. C'est renouvelé 2 fois. C'est toujours renouvelé. Et on devient titulaire ensuite. Alors, c'est un statut qui est très bizarre, très ambigu, parce qu'on n'est pas militaire.
Mais on a une carte militaire, vous voyez, carte d'identité militaire. Alors je vous rassure, cette carte d'identité militaire, elle ne vaut même pratiquement plus rien, parce qu'avec ça, je ne peux pas rentrer à l'école militaire. C'est nouveau, il y a des nouveaux systèmes, il faut une autre carte. Donc finalement, on croyait qu'on était très bien avec une carte militaire, mais elle ne vaut rien. Alors, on n'a pas de solde, ça c'est très important, on n'est pas payé. On a un costume que vous avez vu tout à l'heure. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est la tenue que l'on porte quand on est à bord. C'est ce qu'on appelle la TPB. Alors, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Mais c'est à bord de tous les navires. Là, j'étais sous le pont d'envol sur le Charles de Gaulle. La TPB, tout le monde la porte. Même quand vous voyez le président de la République monter à bord du Charles de Gaulle, il met cette tenue. Tout le monde la porte. Comme ça, tout le monde est égal. Et là, on avait très très chaud parce qu'on était en mer Rouge. Je peux vous dire que d'abord, on était juste en maillot parce que là-dessous, il fait très très chaud. Et j'avais des trucs pour boucher les oreilles parce que quand les avions tapaient sur la piste et atterrissaient au-dessus, ça faisait un boucan du diable. Alors, moi j'ai rang de capitaine de corvette, ce qui est quand même extraordinaire pour moi qui n'ai pas fait de service militaire. Mais j'ai simplement rang de capitaine de corvette. On ne nous appelle pas commandant comme on appelle un capitaine de corvette. Et on a un uniforme. L'histoire de l'uniforme est assez amusante. C'est en fait, jusque dans les années 60, tous les gens étaient à peu près bien habillés. Les peintres avaient une espèce de costume assez respectable et tout ça. Mais à partir des années 60, tout le monde a commencé à avoir les cheveux un peu longs, des pantalons un peu moches, des tenues moins exigeantes qu'auparavant. Et il y a un amiral qui était un peu choqué de tout ça, qui s'est dit, si on leur met un uniforme, ça va marcher mieux. Donc l'uniforme, on le met que dans des situations de cérémonie. Et en général, ce qui est extrêmement drôle, c'est que on dit aux pommes, venez en uniforme. Alors il y a la tenue bleue ou la tenue blanche, qui est le grand blanc. Alors quand on leur dit le grand blanc, c'est avec la veste, ils viennent sans veste. Quand on leur dit venez avec la veste, ils oublient la veste de la tenue bleue. Souvent, ils n'ont pas la chemise ou il manque une cravate. Moi-même, je vous montrerai quelque chose. Voilà, ça, on a des épaulettes et l'insigne, voilà le fameux insigne qui est remis, et les épaulettes de peintre officiel. Parce qu'il faut, vous avez vu sur la tenue qui est avant, sur les épaulettes, on voit qu'il y a marqué peintre officiel. Et à bord, on nous appelle la plupart du temps ou monsieur le peintre, mais le plus souvent, on nous appelle maître. Et moi, je trouve que maître, c'est très bien, parce que comme ça, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, tout va très bien comme ça. Et voilà, voilà Christophe de Buchères, et ça, c'est la tenue que l'on met dans les cérémonies. Et là, nous étions à Rome, alors c'est quand même une chance extraordinaire, c'est qu'on était au Palais Farnèse, qui est quand même l'ambassade de France. On a vécu 5 jours au Palais Farnèse, nous étions 4. Et au début, l'ambassadeur, quand il nous a vu arriver, il nous a dit « Qu'est-ce que c'est que ces zèbres ? Ils ont les cheveux un peu longs, ils ne sont pas très rasés et tout. » Et puis finalement, il nous a vu peindre, il nous a vu nous installer partout avec nos chevalets, notamment puisqu'on y était pour les 100 ans de l'armistice. Et à l'époque, la Première Guerre mondiale, les Italiens étaient à nos côtés, donc on pouvait célébrer l'armistice avec eux facilement. Et donc on était dans le cimetière militaire à Rome. Eh bien, je peux vous dire que comme on peignait tous les militaires assez rapidement, toutes les délégations de militaires sont venues nous voir, et c'est là que la plupart des marins étrangers et d'autres armées qui étaient là ont dit « Mais ça, c'est formidable, vous avez un corps incroyable, nous, on aimerait bien avoir ça, mais il n'y a ça qu'en France. » Alors là, on va revenir à des choses plus prosaïques. Alors les embarquements, vous voyez que on se retrouve dans les ports et on a la possibilité de travailler à peu près partout. Alors maintenant, il y a des grands changements dus à la sécurité. Depuis 2001, il est difficile quand même d'aller dans les ports, alors qu'avant, on rentrait dans les ports comme dans un moulin. Et même les ports militaires, on s'approchait très très près des bateaux. On nous fait une très très grande confiance. On monte à bord, on va peindre dans des endroits qui sont difficiles d'accès, où tout le monde ne va pas, même pour les
les sous-marins ont fait vraiment des choses tout à fait exceptionnelles. Ça me permet de vous dire d'ailleurs que moi, j'ai pas mis de photo de ça, mais je me suis retrouvé à l'île Longue où sont les sous-marins lanceurs d'engins, c'est-à-dire qui envoient les têtes nucléaires. Et quand on sait combien de têtes nucléaires il y a en haut de chaque fusée, c'est absolument terrifiant. Ben oui, et quand on est à bord des bateaux, souvent on ne se rend pas très bien compte, parce que surtout maintenant, tout est électronique, il y a des écrans partout. On ne sait pas très bien analyser toutes les choses, on ne connaît pas. Mais je peux vous dire qu'on a une conscience immédiate quand on est sur un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, parce que là, on se dit, mais là, c'est tout à fait terrifiant. Et les marins partent 70 jours. Ils se préparent avant parce qu'il faut pour pas qu'ils soient contaminés et malades quand ils sont embarqués, puisqu'on ne revient pas quand on est parti, puisque même s'ils perdent quelqu'un, en général, on ne leur dit pas. Et ils partent 70 jours et ils ne savent pas où ils vont. Et ils ne savent pas où ils sont allés. Il n'y a que le commandant qui le sait. Enfin, ça, vous avez dû voir ça, si vous avez vu le Chant du Loup ou des choses comme ça. On voit très bien comment ça se passe. Mais je peux vous dire que comme peintre, moi, l'effet le plus violent, l'impression la plus forte que j'ai eue, c'est vraiment en montant à bord de ce sous-marin. Je n'ai pas embarqué. Moi, je rêve d'embarquer sur un sous-marin. Évidemment, on ne part jamais 70 jours. Au maximum, c'est 3 jours ou 5 jours. Mais moi, j'ai très mal au cœur. J'ai vraiment le mal de mer. C'est donc une plaie. Et quand vous partez de Brest, le sous-marin ne peut pas plonger tout de suite. Et quand il est à la surface, c'est une coque de noix. Vous êtes secoué dans tous les sens. Et ça peut durer 7 heures. Et je peux vous garantir que pendant 7 heures, on peut être horriblement malade. Donc moi, j'aimerais bien partir de Toulon. Et mon rêve, c'est après qu'on me sorte et qu'on m'élitreuille. Je rêve de ça. Mais je ne sais pas si j'aurai droit à ça un jour, mais j'espère bien que j'aurai droit à ça un jour. Alors, je voulais vous montrer aussi ça, parce que Hervigo, c'est un grand peintre qui a peint en Afrique, qui a peint absolument partout dans le monde, pour vous montrer la variété d'inspiration des peintres. C'est lui, Hervigo, qui a créé l'association des peintres. Je vais vous parler un peu de cette association qui a été créée, il y a 50 ans, parce que le corps des peintres de la marine, il fallait le faire vivre, et c'était des gens qui étaient éparpillés dans tous les sens, avec le naturel très indépendant des artistes. Et donc, Hervigo et 2 autres, Luc Maribel, qui était un officier de marine, qui était peintre de la marine, qui avait peint ce paysage, ont décidé de créer cette association qui a plusieurs rôles. Elle a par exemple le rôle d'organiser des escales, c'est-à-dire en réalité maintenant on dit des résidences, parce que tout le monde parle de résidences. Nous on dit des escales, c'est-à-dire qu'à l'invitation d'une ville ou d'une association, les peintres de la marine, alors en général c'est entre 8 et 12, vont s'installer dans une ville. Ils arrivent le dimanche soir, ou à l'hôtel, ou si c'est une association, c'est les gens de l'association qui nous hébergent. Puis on se retrouve tous les soirs à dîner ensemble. Et on peint au milieu des gens, on dessine au milieu des gens. Et ça fait un véritable événement. Et je peux vous dire, par exemple, à Saint-Quay-Portrieux, c'est une association qui avait organisé ça. Après, il y a eu une exposition et un livre, en général, qui est fait. Alors là, ça, c'est pas un livre d'escale, mais c'est en général un livre de cette taille-là, qui est fait et édité au cours de l'exposition qui vient 3, 4, 5 mois après l'escale. Et je voulais vous dire quelque chose et j'ai oublié ce que c'était. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait des quantités d'escales. On en a fait à Abu Dhabi. Et une des dernières, c'est une idée que j'ai eue parce qu'on a eu une ministre de la Mer qui venait de Saint-Pierre-et-Miquelon et je me suis dit, mais pourquoi pas demander au ministre d'organiser une escale à Saint-Pierre-et-Miquelon? Et ça a pu se faire en 2021. Et il y a eu ensuite une exposition à Saint-Pierre. Et voilà, ça c'est le livre qui est de même format, qui a été édité pour l'escale de Douarnenez, où nous sommes allés il y a 2 ans. Et ça c'est l'escale d'Abu Dhabi. Vous allez remarquer, tenez, c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure sur l'uniforme. Là c'est l'amiral Baussan, qui me dit, viens, on va couper le ruban de l'exposition. Je dis, mais il y a des femmes peintes, pourquoi tu ne prends pas une femme? Non, il ne voulait pas. Et je dis, mais regarde, j'ai pas d'épaulettes. Je dis, bon, j'en s'en fout. Et normalement, j'aurais dû avoir mes épaulettes. Et cette photo a été publiée dans la revue Col Bleu.
Et il y a un amiral qui avait l'œil qui m'a dit « Mais vous n'aviez pas aux épaulettes ?» Déjà, j'avais un pantalon et une chemise, c'était déjà bien. Et l'amiral Baussin avait organisé cette escale à Abu Dhabi qu'il avait appelée « De la mer au désert ». Et vous voyez, nous étions... Et ça avait suscité des candidatures, parce que vous voyez, on était assez nombreux devant ces immeubles incroyables d'Abu Dhabi. On est allé aussi regarder, c'est pas mal de peintres de la marine. Là, on était à Tahiti. Et à Tahiti, là, on était à Moorea, et de l'autre côté était Tahiti au fond. Et on a eu une belle exposition. Et en fait, on avait été à Tahiti pour célébrer les 250 ans de l'arrivée de Bougainville. Il y avait un bateau qui s'appelle le Bougainville, un bateau de la marine, un nouveau bateau de la marine. Et ils avaient fait venir une pirogue traditionnelle. Ils sont arrivés ensemble, le bateau de la marine, la pirogue traditionnelle. Et Anne Smith et moi, on devait peindre en direct la scène. Heureusement, elle a été achetée. Alors, une autre activité des peintres de la marine, c'est de l'association des peintres de la marine, c'est d'organiser des événements ou de créer des livres. Et on avait créé un livre pour les 120 ans du Belém, où il y avait 23 peintres de la marine qui avaient peint des paysages originaux avec le Belém, et 7 écrivains de marine qui avaient participé. Les écrivains de marine, c'est Jean-François Degnaud qui les a créés dans les années 90, ou fin 80, je ne me souviens plus. Et ils sont 20. Alors, eux sont des réservistes, donc eux sont militaires, puisqu'ils sont réservistes, et ce qui leur permet d'avoir des galons. Nous n'avons pas de galons, mais ça n'a aucune importance. On est comme les aumôniers, ce qui donne lieu quelquefois à des ambiguïtés auprès des marins qui disent, mais surtout qu'il y a un peintre qui s'appelle l'aumônier. Alors, quelquefois, les marins l'appellent l'aumônier, ils ne comprennent plus rien du tout. Et puis, on a fait aussi le premier livre qui a été fait sur les peintres de la marine, c'est-à-dire qu'on avait regroupé tous les peintres de la marine vivants. Ça, c'est un beau livre qui a été édité en 2021. Et à l'intérieur, il y a 10 thèmes. Il y a les ports, il y a les batailles, il y a les bateaux militaires, il y a toute une série de thèmes. Et puis, vous avez à l'époque, il y avait 44 peintres. Les 44 peintres ont envoyé entre 8 et 3 reproductions qui ont été choisies par l'éditeur, avec un texte. Et voilà, ça c'est le dernier bouquin. Si vous le trouvez, il est en voie d'épuisement, mais achetez-le, parce que c'est une idée que nous avons eue. Nous étions 42 au moment de la préparation de ce livre. Les 42 peintres ont choisi parmi les 220 prédécesseurs un peintre qu'ils aimaient bien, en consacrant un texte et 5 pages avec de reproduction de ce peintre. Et pour appâter les peintres, moi j'avais dit, la 6e page, elle vous sera réservée, et ce sera une page de droite. Donc c'est un livre où vous avez 84 peintres de la marine dans le même livre, réunis avec des mélanges qui ont été très bien faits sur les peintures récentes et les peintures de prédécesseurs. Et les prédécesseurs, ça va de Crépin et Gudin jusqu'au dernier, puisque Marco, qui est un formidable peintre de la marine, a été choisi pour figurer dans ce livre. Alors, dans ce livre, vous voyez, ça c'est Montador a choisi Signac. Et j'ai trouvé que c'était une bonne idée de vous parler d'un peu de création artistique et de peinture en prenant Signac, puisque Signac, dans sa façon de parler de la peinture, la comparait beaucoup à la musique. Vous savez que Signac était un grand navigateur, il a beaucoup navigué, il avait son propre bateau, et il a inventé le pointillisme avec Seurat. Et voilà encore, il a beaucoup peint dans le sud, mais il n'a pas peint que dans le sud, il y a des tableaux. Alors, je ne peux pas tout mettre, évidemment, mais vous avez de très, très nombreux tableaux qui sont du nord de la France, qui sont beaucoup moins connus, mais qui sont très, très émouvants et très, très beaux, et qui montrent la diversité de la création artistique au sein de ce corps. Vous voyez que dans les peintres de la marine, j'en ai pris un autre qui est un peintre du Midi, qui est Ziem, qui a énormément peint Venise, mais j'ai fait exprès de choisir le thème de la vague, puisqu'il y en avait déjà dans les précédentes images. Et Ziem était capable de peindre la mer ainsi, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure,
la mer peut être peinte de 10 000 façons et ça rend toujours compte. Je vais vous parler un peu de Maxime Maufra, parce que ça va me permettre de reparler de moi, mais ce n'est pas forcément intéressant, mais ça vous donne le cheminement de la peinture. Maufra était un Nantais, qui est un peintre très important. Il a été choisi par Hélène Legrand, que vous avez vu au début dans les images. Et Maufra donc était un Nantais, et il découvre, quand il avait 25 ans, ses parents étaient des industriels, je crois, et quand il découvre le Turner, et il a une vocation de peintre qui naît à ce moment-là. Et d'ailleurs, il va finir par l'exercer, même si ses parents n'étaient pas du tout enthousiastes à l'idée qu'il... non, trop tôt. Et à l'idée qu'il soit peintre. Il y a dû y avoir une aversion, parce que vous auriez dû voir des Maufra. J'ai un peu perdu mon... Voilà. Hop. Maufra, ses parents ne voulaient pas qu'il fasse de la peinture. Et c'était un peu mon cas, parce que moi, j'étais extrêmement paresseux. Et mes parents et moi-même, je ne savais pas si j'avais envie d'être peintre, simplement parce que pour être tranquille et avoir une vie toute tranquille. Donc, j'ai fait des études de droit et j'ai été avocat. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ça. Mais je me suis déclenché et je suis devenu peintre. Et j'ai été toujours 3 jours peintre, 4 jours avocat. Et j'ai quitté le barreau quand j'étais nommé peintre de la marine, ce qui vous montre l'importance du titre de peintre de la marine dans la vie d'un artiste. Et ça fait donc 15 ans que tous les jours, je suis dans mon atelier. Et ça, c'est un tableau dont j'ai eu l'idée parce que j'avais un associé qui était bâtonnier de Paris et il y avait la grande rentrée à l'époque. Il y avait aussi des très, très grandes fêtes qui n'existent plus tout à fait maintenant. Il y avait la grande rentrée, le personnage qu'on voit au milieu, tout au fond, c'était le premier président de la Cour de cassation. Et moi, j'étais invité puisque mon associé était bâtonnier et j'étais en train de lire le journal de Delacroix. Et Delacroix dit les magistrats portent des robes rouges pour que les peintres puissent utiliser le vermillon. Et moi qui n'avais jamais pensé à faire des sujets avec le palais de justice, je me suis dit, il y a un formidable sujet. Et j'ai fait ce tableau, qui est un énorme tableau, enfin énorme, un grand tableau, puisqu'il fait 2 mètres de haut et puis 1,50 m de large, et qui était acheté par l'Ordre des avocats il y a 35 ans. Et qui est dans la bibliothèque de l'Ordre, et que l'on voit, mais dès qu'il y a une émission juridique à la télévision, presque toujours, si elle s'est tournée à la bibliothèque, et on voit ce tableau. Et c'est une pub formidable, personne ne sait que c'est moi, et tout le monde pense que l'auteur est mort, parce que ça a l'air d'un tableau du 19e, alors qu'en fait, quand vous regardez la façon dont sont peintes les chaises, c'est pas du tout un tableau du 19e, c'est beaucoup plus récent. Et c'est ça le point commun que je peux avoir avec Maufra, qui... Voilà, les Maufra. Vous voyez que ce sont d'autres façons de peindre les vagues, d'autres façons de peindre la mer. Et Maufra a eu cette fin extraordinaire. Il est mort d'une crise cardiaque au pied de son chevalet à 54 ans. Mais il a été reconnu, puisqu'il était officier de la Légion d'honneur, ou peut-être même Grand Croix, je ne sais plus. C'était une époque où, en fait, la peinture et les peintres avaient une reconnaissance sociale beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Il y a quelques peintres aujourd'hui qui ont ça, mais ça n'est plus aussi généralisé que ça l'était auparavant. Il n'empêche que ça ne diminue pas la qualité du métier et l'intérêt du métier de peintre. Et que ce n'est pas parce qu'on n'a pas la Légion d'honneur qu'on va s'arrêter de peindre. Voilà Gillot, qui était un autre peintre de la marine. Vous voyez, je vous ai fait exprès des choses qui sont extrêmement différentes. Les bateaux qui sont comme ça, vous allez voir que ça va revenir. Ce sont des camouflages qu'on a fait entre les 2 guerres. Et on se disait que ça permettait aux peintres de faire des bateaux bizarres et étonnants. Ça a été abandonné parce que je crois que ce n'était pas très efficace. Mais on entend dire maintenant qu'on va peut-être refaire ces camouflages. Alors c'est peut-être très efficace, je n'en sais rien. Voilà, alors je voulais vous montrer d'autres peintures faites par des peintres de la marine d'aujourd'hui. Stéphane Ruet, qui est un peintre qui doit avoir 80 ans maintenant, et qui a une spécialité de peindre la mer. Si vous
vous vous souvenez de son nom, vous regarderez sur Internet, il y a beaucoup de reproductions, et il a une façon de faire les vagues et une façon de les reproduire qui est surprenante. Vous voyez, avec le ciel, il y a des systèmes de peinture qui font que ça peut fonctionner et avoir une expression qui rend compte d'un monde. Pagnot, lui, était peintre de la marine, mais il est mort en 50, je crois. Et vous voyez qu'il s'était fait une spécialité de peindre les vagues. Et on voit d'ailleurs, ça passe souvent dans les salles des ventes. Et vous voyez le détail, parce que je n'ai pas mis quelle vague c'était, parce que j'en ai aucune idée, mais en général, tous les tableaux de Pagnot détaillent la vague et l'endroit où elle a été peinte. C'est-à-dire qu'il y a les vagues sont différentes dans la Manche, au sud du Brésil, près de la Méditerranée, ça c'est évident, mais dans l'océan, il a tout un tas d'endroits où il a peint. Et c'est un peintre qui a énormément voyagé. Il a été en Indochine, il a été à Tahiti, il a été partout. Alors ça, je vous ai mis ça parce que c'est la tenue. Et la marine nous avait demandé de faire des tableaux pour fêter Chesapeake. La victoire de Chesapeake, c'est la grande victoire des Français sur les Anglais. On en a eu une, surtout celle-là a été essentielle. Mais surtout, elle a eu des conséquences extraordinaires. C'est qu'elle a entraîné l'indépendance des États-Unis. Et voilà, le costume et les pinceaux avec lesquels on peut peindre. Moi, il m'arrive souvent de peindre avec des pinceaux de cette taille-là. Et contrairement à ce qu'on croit, on atteint une beaucoup plus grande précision avec des pinceaux de cette taille-là, parce qu'on se dit, c'est pas possible de faire des choses précises. Et en fait, en se libérant de l'idée d'être précis, on arrive à avoir un détachement et à être beaucoup plus précis et plus explicite. Voilà une autre façon de peindre la mer. Christophe de Buchères, lui, peint la mer presque toujours en blanc. Alors, les reproductions ne sont pas très bonnes, mais la façon dont il peint rend tout à fait compte, et vous n'avez pas l'impression que ce n'est pas la mer, mais que c'est bien la mer, alors qu'elle est complètement différente des autres. Voilà Éric Barry, qui a une autre façade, alors avec la forme, je ne sais plus où c'était, ça c'est peut-être à Brest, je ne sais pas, je ne suis pas certain. Bertrand de Miolis, qui est un jeune peintre de la marine, vous voyez qu'il y a des univers complètement différents. Vous vouliez... Voilà. François Legrand. Nous avons une femme qui s'appelle Hélène Legrand et François Legrand, ils n'ont aucun rapport. John Pendray, qui est le second peintre d'origine anglaise, qui lui peint tout dans son atelier, il prend des notes, il est très très documenté, il connaît toute l'histoire de tous les bateaux, de tous les pays, et en particulier les voiliers, et il fait ça dans son atelier, à Marseille. Alors ça, voilà, ça c'est des paysages que je voulais vous montrer. Des paysages peints à l'Île-Dieu. Ça sont des vagues parce qu'il y a beaucoup de tempêtes depuis 1 an et demi, donc j'ai eu l'occasion de peindre des tempêtes. Et encore une autre. Et ça, il faisait beau ce jour-là. Vous voyez le principe de la palette. Et comme c'est très lourd, moi je ne la porte pas sur moi, je la pose, c'est beaucoup plus facile, donc c'est trop fatigant. Voilà, ça vous donne une idée de la variété possible de la peinture aujourd'hui. C'est pour ça que, d'une certaine façon, on dit que la peinture figurative est finie. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y a un vrai langage à avoir. Elle a peut-être moins d'écho dans le public qu'il y a 50 ou 60 ans. Il y a des peintres de la marine. Moi, je ne sais pas si vous connaissez Claude Schur. Souvent, personne ne connaît le nom de Claude Schur, mais quand Claude Schur faisait un vernissage au début des années 60, c'était une demi-page dans Le Monde, une demi-page dans Le Figaro. Quand il est mort dans les années 80, même plus que ça, en 2010 ou 2012, s'il n'y avait pas eu l'annonce dans le carnet du jour du Figaro, on n'aurait pas parlé de la mort de Claude Schur. C'est des grands basculements, ce sont des grands changements. Mais ça n'empêche que la passion du métier, la passion de vouloir être peintre de la marine, parce que ça vous offre
une ouverture sur le monde et une ouverture sur d'autres sujets et un grand respect. Je vais vous raconter une histoire, 2 histoires qui sont liées à la marine. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait une photo de Michel Bernard à Tahiti. Michel Bernard, quand il était à Tahiti, il était sur le pont d'un bateau et puis il faisait des aquarelles et puis il avait vu qu'il y avait l'ombre de la cheminée sur le pont et il trouvait ça très intéressant. Il a commencé à la faire et puis il travaillait très lentement et très longuement. Puis au bout d'1 heure, il s'est dit mais l'ombre n'a pas bougé. Et au bout d'un moment, il se retourne et il voit que le second commandait une manœuvre de façon à ce que le bateau soit toujours dans l'axe. Oh, mais c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte du respect pour la création artistique. Et une autre histoire qui m'est arrivée à moi, qui m'a sauvé d'ailleurs, parce qu'on m'a demandé un jour de façon impromptue devant le chef d'état-major, on m'a demandé de faire un discours, je ne savais pas ce que j'allais dire, il y avait 200 personnes, je n'avais rien à dire, je venais juste d'être élu président. Et j'ai raconté cette histoire qui est magnifique. J'avais embarqué sur une frégate, une grosse frégate anti-sous-marine où il y avait 250 personnes à bord. On revenait de Dakar et puis on arrivait à Brest. Et avant d'arriver à Brest, il y avait un dernier exercice avec une autre frégate, la même, la Touche-Tréville, qui faisait des bords à bord. Ce qu'on appelle des bords à bord, c'est les 2 bateaux se mettent à 30 mètres l'un de l'autre, puis ils passent des fils, ils font des trucs, ils échangent des messages. Et puis la deuxième frégate venait et faisait ça, faisait un bord à bord toutes les 10 minutes. Et le commandant me dit, tu sais, si tu veux, on va faire ça à bâbord. On commence à 6h30. Donc, 6h30, je vais à bâbord, j'installe mon chevalet. Donc, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas forcément de la plat. Il faut déplier les pieds, il faut faire tout le truc. Je m'installe. Puis, quand j'étais bien prêt, j'attendais. Il me dit, je suis désolé, ce sera à tribord. Alors, je démonte tout. Je vais à tribord. Et puis, il y avait quand même pas mal de mer, ça bougeait, les 2 bateaux bougeaient. Je vais à tribord, premier passage, commence à peindre, 2e passage, continue ma peinture, 3e passage. Puis 4e, il vient me voir, il me dit, je suis embêté parce que ça bouge vraiment beaucoup. Et pour le bateau en face, ça serait plus simple que ça se passe à bâbord. Et alors là, j'ai dû avoir une tête qui changeait, alors que d'habitude, je suis plutôt discret et obéissant. Et il l'a vu. Et je l'ai vu partir à la passerelle. Et puis il a dit au commandant qui était en face, que je voyais, parce que 30 mètres, on voit assez bien les choses. Et le commandant connaissait les peintres de la marine. Il lui dit, il y a un peintre de la marine qui peint. Il dit, mais s'il y a un peintre de la marine, on reste. Et alors là, il y avait 250 personnes en face. Et moi, je faisais mon petit truc. Je me dis, si c'est une croûte, tu vas pas avoir l'air malin. Comme ils sont bien élevés, ils m'ont pas dit que c'était une croûte, mais peut-être que c'en était une. Je n'en sais rien. Voilà, ça vous prouve quand même, et c'est pour ça que ça attire beaucoup les peintres les peintres de venir vers ce corps qui est un corps où il y a une très grande liberté, puisqu'en fait on doit comme obligation, on a juste d'exposer au Salon de la Marine, ce qui n'est pas beaucoup, et de consacrer son métier de peintre à la peinture maritime. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire des bateaux gris toute la journée, mais ça a un véritable intérêt, et c'est vrai que d'avoir l'encre marine après sa signature, d'avoir ce type de peintre de la marine, c'est quelque chose qui vous porte. Et puis la fierté d'appartenir à un corps où il y a eu des gens aussi illustres, moi, ça a fait ma joie, et c'est bien pour ça que j'ai abandonné le barreau et que je ne le regrette pas du tout. Et que ça fait 15 ans que j'ai quitté le stress du métier d'avocat pour l'angoisse de la création. Voilà. Si vous avez plein de questions, j'espère pouvoir y répondre. J'espère que je vous ai donné le goût de la peinture et le goût de cette petite aventure qu'est le métier de peintre de la marine. Bien sûr. Dans le cadre de votre activité, donc de peintre de la marine, oui. Les œuvres que vous réalisez ont la propriété de la marine, ou est-ce que vous pouvez les mettre en vente ou les... Alors vous avez une question qui est extrêmement précise et à laquelle j'aurais dû vous répondre. En fait, dans le texte de 81, il est prévu que la marine a un droit de première vue pour les œuvres réalisées pendant l'émission. Ça veut dire qu'elle a la possibilité de l'acheter. Les œuvres nous appartiennent, mais quand elles sont réalisées pendant l'émission,
la marine a un droit de première vue. Et ce droit de première vue, la marine l'exerçait toujours jusqu'il y a 15 ans. Depuis 15 ans, les crédits sont complètement différents. Les armées ont abandonné beaucoup de choses qui faisaient des marques de prestige, comme les bâtiments, comme tout un tas de choses comme ça. Et donc, depuis 15 ans, moi, je n'ai jamais entendu dire que la marine avait exercé un droit de première vue, et ce qui pose un vrai problème pour faire embarquer les jeunes peintres. Moi, je suis un peu vieux, j'ai déjà mais vous avez des jeunes peintres, ils ont besoin de gagner leur vie, de nourrir leur famille, et si on les embarque un mois et demi, et ils vont pas vendre les tableaux qu'ils ont faits à bord, parce que le sujet souvent n'attire pas. Il y a quelques spécialistes qui achètent ça, mais en général, ce sont quand même pas des tableaux qui sont très, très faciles à vendre. Donc, si la marine n'achète rien, et c'est le cas, elle n'a rien acheté depuis des années et des années, eh ben, le risque, c'est que les jeunes peintres n'embarquent pas. Et je le vois un peu, moi. Même si on les suscite. Alors, on a une idée que la marine va peut-être mettre en œuvre. C'est que Jean Gomy, qui est un homme d'entreprise, qui est un photographe, qui a été élu vice-président de l'Académie des Beaux-Arts, et qui donc sera l'année prochaine le président, a proposé au cours d'une assemblée générale des peintres, devant les autorités de marine, de faire une espèce de groupe parmi les peintres de la marine, ceux qui seraient volontaires pour être prêts à embarquer, pour aller au moment où il y a un tsunami, au moment où il y a les événements à Mayotte, ou même en Palestine. Il y a des endroits où on pourrait être, mais il faut que les peintres soient candidats. Et on va essayer de faire ce groupe de façon à ce qu'il y ait 7, 8, 10 personnes qui signent même un engagement et prennent un risque, parce qu'il peut y avoir un risque. Aujourd'hui, s'il y a le moindre risque, la marine nous débarque et nous envoie ailleurs. Parce qu'il y a le principe de précaution, on a tellement peur de tout que rien ne se fait. Moi, il y avait Éric Barry, dont vous avez vu la photo d'une œuvre. Il était sur une des frégates qui a bombardé la Syrie quelques heures avant le bombardement, alors que il n'y avait pas de gravité extrême pour les gens qui étaient à bord. Enfin, je ne le crois pas. On l'a mis sur un hélicoptère. Il a fait 3 heures d'hélicoptère pour aller retourner à terre. Et il m'a dit que c'était formidable de faire 3 heures d'hélicoptère au ras des flots. Mais quand même, c'est dommage qu'on ne soit pas au cœur pour raconter ce qu'est le monde de la marine. Et voilà, donc j'ai répondu au-delà de votre question et même de nos projets. C'est-à-dire qu'on voudrait essayer de participer vraiment à la marine pour faire vivre notre corps et le rendre plus visible au monde. Oui. Comment vous choisissez vos embarquements? C'est la marine qui vous désire? C'est vous? Je sais pas. Mais vous avez raison. Oui, il y a les deux. Alors, il y a, par exemple, moi je connaissais un commandant que j'avais rencontré par des liens familiaux, et il m'a dit, mais si tu veux, je t'embarque. Et on est parti, on est allé, on l'a rejoint, il était en Écosse. Et après, on est allé dans le nord, on a fait une chasse amicale avec un sous-marin. Et puis après, on est allé en Hambourg et on est rentré à Brest. Ça, c'était volontaire. Et puis une deuxième fois, quand il est parti faire une mission en Afrique, il m'a dit, est-ce que tu veux venir? Et je suis parti. Donc ça, c'est la possibilité, c'est l'offre qui est faite directement par un commandant à un peintre. Et puis la marine, alors avec toutes les obligations de discrétion qu'il y a maintenant, qui sont beaucoup plus grandes qu'il y a 10 ans, la marine envoie aux peintres des messages en disant il va y avoir tel bateau, tel bateau, tel bateau. Si vous êtes intéressés, dites-le nous, on va essayer de voir si on peut organiser un embarquement. Et puis il y a des commandants qui écrivent à la cellule des peintres de la marine à l'école militaire et qui leur disent « je voudrais un peintre ». Alors là, c'est plus direct. Alors à ce moment-là, on lance l'avis aux peintres et ils y vont. Avec la difficulté, c'est que quelquefois, on n'a pas beaucoup de temps pour se retourner et que ça peut être difficile. C'est pour ça que l'idée d'avoir un groupe de gens qui sont toujours prêts avec un sac à dos prêt et puis leur passeport à jour, c'est un bon système parce que ça permettrait de pas refuser. Parce que je trouve ça, moi comme président, dès qu'un commandant invite un peintre, même s'il n'y a personne qui peut y aller, je fais toujours une lettre pour le remercier parce que c'est quand même un geste formidable de vouloir embarquer des gens qui ne sont pas des militaires. Donc voilà, c'est mais il y a les vieux peintres ont une forme de nostalgie parce que il y a 20 ans, on savait où étaient les bateaux,
on levait le doigt et on disait « Je voudrais bien aller sur ce bateau qui est à Rio et qui va remonter et qui va aller au Chili. » Eh bien, on vous mettait en classe à faire. C'était pas tout à, je sais pas, on disait, ou en première, on disait à l'époque. Et puis vous y alliez, et puis on vous ramenait du... Mais tout ça, c'est totalement terminé. Il n'y a pas d'argent pour ça. Donc c'est toujours beaucoup plus compliqué. Mais avant, on voyageait sur le train, dans le train en première comme les officiers. Maintenant, on voyage en seconde. Mais je pense que les officiers aussi. Donc c'est tout un changement. Donc il y a un vrai changement pour les hommes, se mettre au goût du jour et s'y habituer. C'est pas facile. Alors, les jeunes, ils sont habitués, ils n'ont connu que ça. Mais les plus anciens, c'est compliqué. Quel est l'intérêt pour la marine d'embarquer des peintres pour faire donc des tableaux qui concernent la marine, si derrière ils ne les achètent pas ou ne les présentent pas? Alors, il y a justement une grande réflexion de la marine qui se dit c'est quand même idiot, on embarque des peintres. Il y a une revue qui s'appelle Col Bleu. Où souvent, on mettait dans Col Bleu, on publiait dans Col Bleu les tableaux réalisés ou les photos, parce qu'il y a des photos maintenant. Et c'était un moyen de diffuser le travail qui était fait. Il y a un autre intérêt d'avoir des peintres à bord. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois. C'est qu'il y a une sorte d'émulation pour l'équipage. L'équipage voit qu'on les peint ou qu'on les dessine. C'est une valorisation de leur métier. Et ça, moi, je l'ai vu plusieurs fois. Il y a un autre aspect aussi. Presque à chaque fois, les commandants nous disent « Mais c'est extraordinaire. Vous me montrez des choses que je ne vois pas. » Et presque tous, ils nous disent ça. Et c'est quand même l'essence du métier de peintre. Le peintre fait un peu le sacrifice du spectacle, parce que quand on peint un truc, on ne le voit pas. Un beau paysage qu'on est en train de peindre, on ne le voit pas. Si on voit le paysage, on ne peint pas. On pense à autre chose. Ce qu'il faut, c'est faire un tableau. Et quand on fait un tableau, on révèle quelque chose. Mais faites l'expérience. Moi, je me rappelle, quand vous sortez d'une exposition et vous voyez le paysage comme le peintre vous l'a montré avant, même en sortant de l'exposition. Ça, c'est très étonnant. Ça ouvre l'œil. Et mon maître, moi, me disait toujours, on saura comment est faite la Lune le jour où il y aura un peintre qui aura posé son chevalet sur la Lune. Avant, c'est pas tout à fait clair. Voilà, c'est une des utilités des peintres de la marine. Et moi, je l'ai remarqué quand j'étais sur le Charles de Gaulle. On a navigué avec un porte-avions américain, alors, qui était le double du nôtre. Nous, on était 2000, ils étaient 5000. Il y avait 70 avions, 75 avions sur le porte-avions. Des dimensions absolument énormes. Et le commandant est venu visiter le Charles de Gaulle. Et moi, j'étais en train de peindre près de l'endroit où on répare d'ailleurs les réacteurs. Ce qui est d'ailleurs étonnant, parce que quand ils réparent les réacteurs et qu'ils les font tourner, le bateau est obligé de tirer dans l'autre sens, parce que les réacteurs poussent tellement l'essai. Donc, revenons à mon histoire. Le commandant, quand il a vu qu'il y avait des peintres à bord, il a dit au commandant du Charles de Gaulle, il dit « Mais vous avez une chance incroyable, nous, on n'a pas ça. » Et c'est vrai, c'est étonnant d'avoir des types qui sont là à faire des tableaux. Alors, ce qu'on fait généralement, c'est à la fin pour continuer dans votre idée, c'est qu'à la fin du séjour, parce qu'on reste 8, 15 jours, quelquefois 3 semaines, et même 2 mois pour certains embarquements, mais c'est assez rare, on fait une exposition à bord, ou dans le hangar hélico, ou dans le carré commandant. Et dans le carré commandant, on met des draps, parce que sinon on met de la peinture partout. Et les commandants aiment beaucoup ça, parce qu'en fait, ça amène les marins dans le carré commandant où ils ne vont jamais, puisque ce n'est pas leur place, ou quand ils y viennent, c'est ou pour se faire féliciter, mais le plus souvent pour se faire engueuler. Donc ils viennent dans le carré commandant autrement. Et alors, autre expérience que j'ai vécue, moi, c'est d'aller 2 fois sur le bateau à 6 mois d'écart. Il ne faut pas qu'il y ait plus, parce que les équipages changent très vite. Mais quand vous revenez à bord du bateau, et qui vous reconnaissent, alors là, l'accueil, déjà, c'est formidable, on vous porte votre boîte et tout, mais alors là, ils se disent, mais ils nous aiment vraiment pour revenir. Donc on est accueillis partout. Donc voilà, il y a des liens humains qui sont formidables, qui sont vraiment formidables. Et puis, d'être en mer, quand vous êtes tous les soirs à la passerelle, que vous voyez passer la mer, moi, j'ai une passion pour ça. Je me souviens, quand on est remonté de Dakar, c'était long, ça prend 10 jours.
10 jours tous les soirs, on regardait. Moi, j'étais très fier, j'avais repéré les rorquals au loin. Et j'étais fier de montrer à un marin qui ne l'avait pas vu. J'ai dit, là, c'est des rorquals. Mais c'est extraordinaire, extraordinaire. Et en fait, on vit la même chose. Et c'est pour ça qu'il y a un lien très proche qui se crée avec les marins. Donc, ça a un intérêt aussi pour ça. Alors, ce n'est pas le seul. Mais c'est vrai que la diffusion serait utile. Et l'idée qu'on puisse avoir des images de choses exceptionnelles, un peu comme ça se faisait il y a 150 ans, parce que les impressionnistes embarquaient peu. Alors ça, ce n'était pas ceux qui embarquaient. Même Marquet, qui était peintre de la marine, n'a jamais embarqué. Il restait toujours dans les ports. J'ai cru que vous vouliez poser une question. Mais c'est formidable. Et est-ce que les peintres, justement, qui sont embarqués, ils ont l'obligation de finir leur tableau dans l'embarquement? Oh non, c'est la grande liberté. Ah non, c'est la plus grande des libertés. Il y a même 2 ou 3 peintres qui n'embarquent pas beaucoup, mais qui ne travaillent quasiment pas. Ils font un trop petit grand comme ça, et qui ne prennent que des photos pour travailler d'après photo. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je vais avec mon chevalet. Il y a une quinzaine de peintres qui peignent vraiment, qui installent leur chevalet. Et au bout d'un moment, d'ailleurs, vous apercevez, quand il n'y a pas trop de travail, que vous avez 5 marins qui vous regardent. Et d'aller peindre dans les machines, c'est formidable. Puis vous rencontrez des marins qui viennent de partout. Il y a des Tahitiens, il y a des gens qui viennent de Nouméa, il y a des gens. Les Tahitiens sont des marins formidables. Ils ont ça dans le sang, en fait. C'est très ancien. Et discuter, moi je me rappelle d'être dans la salle des machines, je ne sais plus quel bateau, dans la salle des machines, et de peindre pendant 2 jours, toutes les matinées. Ils venaient s'installer avec moi, ils faisaient leur travail, mais ils venaient s'installer avec moi, ils me racontaient leur vie, et puis on parlait, et c'est une expérience extraordinaire. Extraordinaire. On a le même contact avec les marins que les aumôniers. Parce que les aumôniers, qui n'ont pas de galon non plus, et qui sont de toutes les religions, puisqu'il y a toutes les religions à bord, et descendent dans tous les carrés. Alors nous, on ne va pas forcément déjeuner dans tous les carrés, il faut qu'on soit d'abord invité. Mais ils ont le climat du bord. Et souvent, le commandant, il n'interroge pas l'aumônier qui ne lui répondrait pas, mais en parlant, il voit bien l'ambiance du bord, parce que c'est très important, l'ambiance du bord. Si vous avez si la nourriture est bonne, le climat n'est pas du tout le même que s'il y a un cuisinier qui ne cuisine pas bien, ou s'il ne fait pas bien le pain. Un cuisinier qui fait bien le pain, ben on voit bien que les marins sont très contents. Moi, le premier. En tout cas, vous avez posé les questions justes, parce que c'est des questions auxquelles que j'aurais pu traiter. Vous avez parlé de l'obligation d'exposer régulièrement au salon. Ah oui. Vous pouvez nous en dire plus? Alors, le salon a lieu. Alors, au départ, le salon avait lieu tous les 2 ans au musée de la Marine. Et depuis, il y a eu des années où ça sautait, mais depuis 2014, en fait, il y a eu des espacements. On est passé à 3 ans pour des raisons pratiques. Puis ensuite, le musée de la Marine a fermé. Donc, c'était 2020. Et puis, c'était pas au musée de la Marine, c'était à Brest. Et puis, il y a eu le Covid. Donc, ça est passé en 2021. Donc, il s'est passé 4 ans. Et au moment, donc 2021, et on aurait dû en faire un, et puis il n'y avait pas de lieu, on a tergiversé, et puis finalement la Marine a réussi avec le musée de la Marine, ce qui est formidable pour les peintres de la Marine, à ce qu'on retourne au musée de la Marine. Et il va y avoir, et ça va être en mai, juin et juillet 2026, ce qui est formidable comme durée d'exposition, et pour aussi les gens qui veulent exposer au Salon de la Marine. C'est quand même formidable de pouvoir exposer, si on est sélectionné, dans un musée. C'est le dernier grand salon parisien qui se passe dans un musée. Il n'y a plus aucun musée qui fait des salons. Et donc, ça, cette organisation du salon. C'est la seule obligation qui est dans le texte que je vous ai montré, les 3 pages tout à l'heure. On doit exposer au Salon de la Marine. Et normalement, on doit exposer 2 œuvres, mais il n'y a jamais la place d'en mettre 2. Et on a toujours un format réduit parce qu'il y a du monde, donc en fait, il n'y a pas la place. Mais c'est vraiment la seule obligation. L'autre obligation, elle est vraiment vague, puisque c'est de consacrer une partie de son activité
ou à la peinture du monde maritime. Mais ça veut, si vous avez une panne d'inspiration, personne ne pourra jamais vous le reprocher. Donc la vraie obligation, c'est le salon. Et donc c'est ouvert à tous. Donc si vous avez des amis qui peintent ou si vous avez envie de le faire, regardez les sites du musée de la Marine et des peintres officiels de la Marine. Vous aurez les modalités d'inscription pour la prochaine édition qui est en 2026. Et en 2030, je pense que ça sera le prochain salon. Après, ça sera formidable parce que ça sera les 200 ans de notre création. Et je pense que ça sera l'occasion pour qu'il y ait une grande exposition de tableaux anciens, de peintres anciens de la Marine, avec des tableaux très, très, très remarquables. Voilà, à moins qu'il y ait une dernière question peut-être. Et vous-même, vous faites des expositions durant l'année de vos tableaux? Ah bah oui. Là, par exemple, je prépare... Alors, il y a les expositions de groupe. Là, par exemple, les peintres de la Marine, on expose... Il y a 17 peintres de la Marine qui exposent chacun 3 tableaux à Plérin, qui est dans la baie de Saint-Brieuc, une ville qui est pratiquement la banlieue de Saint-Brieuc. C'est une belle exposition. Et à titre personnel, moi, j'ai une exposition de début août à l'Île-Dieu, où j'ai un vrai réseau, mais où j'expose tous les 3 ans. Et puis, je vais là, avant je pense au mois de mai, je sais pas, la date n'est pas encore fixée, je vais aller à Minorque, ce qui me réjouit beaucoup, parce que j'ai une exposition au début septembre, fin août, début septembre, à Minorque. Et puis après, je n'ai plus de galerie à Paris, parce que le Covid a tué ma galerie. Et comme je trouve que j'ai un peu passé l'âge d'aller montrer mais ce que je fais à une galerie, parce que pour me dire, non, c'est pas notre créneau. Donc je vais essayer de trouver un lieu éphémère où je pourrais montrer une 50aine de toiles dans un endroit où je ferais ça à Paris. Parce qu'il faut faire des expositions à Paris, c'est quand même important. Mais le monde des galeries est encore un monde qui est un monde très différent, qui meurt beaucoup. Beaucoup de galeries ont fermé, ou quand elles fonctionnent, elles font pas vraiment leur métier de galerie parce qu'elles prennent 50% souvent. Donc quand on prend 50% et qu'on se contente d'ouvrir boutique, c'est un autre débat, un grand débat. Mais il faut montrer ces tableaux. Parce que les tableaux, à quoi servent de faire des tableaux si on ne les montre pas? Un tableau, ça ne vit que du regard des gens. En tout cas, merci de votre écoute. Merci vraiment. C'était agréable.